Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Raising Robot que j'avais supporté sur Kickstarter, qui vient d'être édité en 2023 par Novo Games. C'est un jeu des auteurs Brett Sobol et Seth Van Orden, qui sont les deux auteurs de The Reckoners. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs dont les parties vont durer entre 60 à 90 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. On est des génies dans la robotique et on va tenter de fabriquer la meilleure équipe de robots pour marquer le plus de points. C'est un jeu de construction de tableaux de cartes et de construction de moteurs dans lequel les joueurs vont jouer en simultané. On va tenter de placer des robots, de les fabriquer, activer leurs effets avec de l'énergie pour pouvoir se générer de plus en plus de ressources qui nous permettent de jouer plus de robots et ainsi de suite, éventuellement transformer tout ça en points de victoire. Alors, Raising Robot, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va aller placer le plateau central au milieu de la table et on va aller placer sur celui-ci le marqueur de manche sur la case numéro 1 de la piste des manches. On va se former une réserve avec les cubes d'énergie et on va aller former des pioches avec les cartes robots, les cartes classe et les cartes inventaires. Tous les joueurs vont se prendre un plateau personnel et le placer devant eux. Ils vont ensuite prendre les 16 jetons d'amélioration et ils vont aller les placer sur les cases appropriées des différentes actions. Ces jetons d'amélioration pourront être retirés pendant la partie pour déverrouiller les symboles qui se cachent en dessous et rendre les actions plus puissantes. Les joueurs vont aussi recevoir d'autres jetons, dont un meeple à leur couleur, 3 jetons flèches pour les cartes classe, des jetons de marqueurs de ressources, on aura un marqueur pour les dizaines et un marqueur pour les unités pour les points de victoire, un marqueur pour les microchips, un marqueur pour les sensors, un marqueur pour les engrenages, un marqueur pour les programmes, un marqueur pour le duct tape et un marqueur pour l'énergie. Les joueurs vont placer leur marqueur d'énergie ainsi que leur marqueur de duct tape sur la case 3 de la piste de ressources. Les joueurs vont aussi recevoir un deck de cartes qui contient les 5 cartes des phases qu'on retrouve dans le jeu et vont ensuite se faire un deck avec les cartes énergie qui correspondent au nombre de joueurs dans la partie. Cela devrait donner un deck de 8 cartes que le joueur pourra mélanger et placer pour former une pioche face cachée pour la partie. En plus de leurs ressources de départ, les joueurs auront des cartes à choisir au début de la partie dans leur mise en place. Ils vont piocher 8 cartes robots, les consulter, les regarder et vont en conserver 5 des 8 pour leur main de départ. Ils vont piocher 2 cartes classe, vont les regarder et ils vont conserver une des 2 cartes. Et même chose avec les cartes inventaires, on va en regarder, on va en 2 et on va en choisir une pour la partie. Notre carte classe sera placée dans un des 3 emplacements de carte classe à la gauche de notre plateau personnel et on peut placer un jeton de flèche sur la carte qui sera utile pour montrer on est rendu où sur l'objectif de cette carte pendant la partie. Notre carte inventeur sera placée face visible dans le bas de notre plateau personnel. Cela va nous donner une habileté unique à nous qui pourra être améliorée aussi pendant la partie. Et finalement, parmi nos 5 cartes robots choisies, on pourra construire gratuitement 2 de ces cartes et les placer sur notre plateau personnel. Les cartes robots sont identifiées aux 3 couleurs des rangées du plateau, donc mauve, orange ou vert, et on va toujours placer les cartes de gauche à droite sur notre plateau. Je pourrais donc choisir de construire ce robot, c'est un robot vert, on va le placer dans la première case de la ligne verte, et je pourrais construire ce robot qui est un robot orange qu'on va placer dans le premier emplacement de la ligne orange. Si jamais les joueurs veulent construire 2 robots de la même couleur dans leur mise en place, ils devront payer la ressource supplémentaire qui est demandée dans la 2e colonne de leur plateau personnel. Et pour terminer leur mise en place, les joueurs pourront déverrouiller un des jetons d'amélioration de leur plateau personnel. Donc je pourrais choisir le jeton d'amélioration qui est ici. Je vais le placer dans ma zone de jeu puisqu'il aura une utilité pendant la partie et ça va rendre mon action qui est ici plus forte lorsque je vais l'exécuter dans la partie.
Une partie de Raising Robot se joue en 8 manches. À chaque manche, les joueurs vont piocher les 2 premières cartes de leur deck énergie et vont révéler ces 2 cartes. Ils vont par la suite associer à chacune de ces cartes de façon cachée une de leurs cartes phase, qui est une des 5 phases qu'ils veulent activer dans cette manche. Et la valeur de la carte énergie va nous donner la puissance de cette phase pour ce joueur. On aura aussi des cubes d'énergie qui seront placés sur les cartes et qu'on placera sur le plateau principal. Et les cubes d'énergie vont donner de l'énergie à tous les joueurs dans la partie pour activer ces phases. Une fois que tous les joueurs auront sélectionné leur phase, les cartes seront révélées. On va placer les cubes d'énergie au centre et les joueurs pourront jouer de façon simultanée en activant les phases dans l'ordre de leur plateau principal, en commençant par la phase d'amélioration, ensuite la phase d'assemblage, la phase de dessin, la phase de fabrication et finalement la phase de recyclage. Les phases de jeu vont nous permettre d'améliorer notre plateau personnel en déverrouillant des améliorations ou en plaçant des nouvelles cartes de robots dans les différentes rangées. On pourra ensuite gagner les bonus des actions qu'on va activer selon la valeur d'énergie de notre phase et on pourra aussi activer tous les robots qui sont dans la rangée lorsqu'on va faire la phase correspondante si on a les coûts d'énergie demandés par les habiletés des robots. Les différentes actions qu'on va exécuter dans la partie, ainsi que les habiletés des robots, vont nous permettre de gagner des ressources ou de faire des transformations de ressources ou de marquer des points de victoire. Et toutes les ressources dans le jeu vont être dénotées avec les différents marqueurs qu'on va aller positionner sur la piste de ressources dans le haut de notre plateau personnel. À la fin des 8 manches de jeu, le joueur qui aura cumulé le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 3 phases. La première phase est la phase de préparation. Dans les parties à 1 ou 2 joueurs, il y a une étape supplémentaire à faire dans cette phase. Donc, pour simuler plus de cubes d'énergie qui seront placés sur le plateau principal, on doit prendre les cartes phase d'un 3e joueur, les mélanger et révéler les 2 premières cartes face visible, placer un cube d'énergie sur la 3e carte et placer 2 cubes d'énergie sur la 4e carte. Dans cette phase, les joueurs vont révéler les 2 premières cartes énergie de leur deck et vont révéler ces 2 cartes face visible sur la table. Ce seront les 2 cartes d'énergie qu'ils auront pour cette manche. Les joueurs vont ensuite regarder les symboles d'énergie qui se retrouvent dans le haut des cartes et on va aller placer un cube d'énergie sur chacun de ces symboles pour montrer la quantité de cubes d'énergie que nos cartes vont générer dans cette manche. Ensuite, de façon simultanée, les joueurs vont prendre leurs 5 cartes phase en main et vont assigner de façon secrète une des cartes phase sur chacune de leurs 2 cartes d'énergie. Et lorsque tous les joueurs auront fait leur sélection, on va révéler de façon simultanée les cartes phase sur les cartes énergie associées. Et on va ensuite voir les cubes d'énergie seront placés sur quelle action du plateau central. Donc ici, par exemple, le joueur orange a choisi l'action fabrication pour cette carte. Il y a un cube d'énergie sur cette carte, donc il va aller le placer sur l'emplacement qui correspond à cette action sur le plateau central. Pour le joueur mauve, il a un cube ici qui va être assigné à l'action assemblage et il a 2 cubes ici qui sont assignés à l'action d'amélioration. On va aussi révéler la prochaine carte du joueur Automa. Donc ici, on va révéler la carte et il va aller placer son cube sur l'action d'amélioration. Les cartes de phase qui sont assignées aux cartes d'énergie sont les phases que les joueurs pourront activer pendant cette manche, en plus de pouvoir activer toutes les phases qui ont des cubes d'énergie sur le plateau central, puisque ces cubes d'énergie sont donnés à tous les joueurs. Par exemple, le joueur mauve pourra faire l'action d'amélioration puisqu'il l'a assigné à une de ses cartes. Il aura une valeur de 4 d'énergie, plus les 3 énergies qui sont sur le plateau central. Il pourra donc faire cette phase avec 7 points d'énergie. Il pourra aussi faire l'action d'assemblage avec 3 plus 1, donc un total de 4 énergies. Et il pourra activer aussi la phase de fabrication avec 1 d'énergie, puisqu'il y a un cube sur le plateau central. Mais le joueur mauve ne pourra pas faire la phase de dessin et la phase de recyclage. Le joueur orange, quant à lui, pourra faire l'action de fabriquer avec 5 d'énergie, donc 4 sur sa carte plus 1 avec le cube, donc un total de 5 énergies. Il pourra aussi faire la phase d'amélioration avec 2 énergies,
plus 2 pour chacun des cubes qui se trouvent sur le plateau central. Il a donc 3 cubes à 2 énergies chacun, 6, plus les 2 de sa carte. Il aura donc 8 énergies pour faire l'action d'amélioration. Et il pourra aussi faire l'action d'assemblage avec 1 d'énergie, puisqu'il y a un cube sur le plateau principal. Mais le joueur orange ne pourra pas lui non plus faire la phase de dessin et la phase de recyclage dans cette manche. Pour le joueur automa, on va toujours révéler sa première carte dans les manches impaires et sa deuxième carte pour les manches paires. Et par la suite, on va remélanger ces cartes pour refaire sa mise en place. Donc, il va toujours jouer ses cubes de la même façon. Une fois que les joueurs connaissent les valeurs d'énergie et les phases qu'ils pourront activer dans cette manche, on passe à la deuxième phase qui est la phase d'action. Cette phase se joue de façon simultanée, donc tous les joueurs peuvent effectuer leur phase en suivant l'ordre de leur plateau principal et ils peuvent utiliser leur meeple de leur couleur pour se rappeler où ils sont rendus dans l'activation des différentes phases. Les joueurs vont toujours débuter par la phase d'amélioration, qui ici est la section en rouge, ensuite la phase d'assemblage, la phase de dessin, la phase de fabrication et finalement la phase de recyclage. On a seulement à suivre le sens des flèches qui sont indiquées sur notre plateau personnel. Regardons tout d'abord la phase d'amélioration. Premièrement, en plus de la valeur d'énergie qui nous est attribuée par notre carte énergie ainsi que les cubes du plateau principal, donc dans mon exemple, le joueur ici avait 8 points d'énergie pour l'action d'amélioration, les joueurs peuvent aussi dépenser la ressource d'énergie de leur plateau personnel pour augmenter la valeur d'énergie de leur phase avant de commencer à faire des actions dans celle-ci. Dans la phase d'amélioration, avec le symbole qui est indiqué sur l'action ici, on peut séparer notre valeur d'énergie pour effectuer plusieurs fois une amélioration en payant les coûts qui sont demandés par le tableau de l'action. Dans ce cas-ci, le joueur a 8 points d'énergie. Il pourrait donc prendre 7 énergies pour faire l'action d'amélioration qui va lui coûter seulement une ressource, qui va lui permettre de débloquer un disque d'amélioration de son plateau personnel. Et je pourrais prendre mon point d'énergie restant pour faire une deuxième amélioration avec un point d'énergie ici. Mais cette fois, ça me coûterait 4 ressources pour pouvoir faire une deuxième amélioration dans ma phase d'amélioration. Lorsqu'on a le symbole à 5 couleurs, ça veut dire qu'on peut payer avec la ressource de notre choix. On peut payer avec une ressource de microchip, on peut payer avec un programme, un engrenage, un sensor, ou bien on peut payer aussi avec une carte de notre main. On a aussi la ressource Joker qui est le Duct Tape qui peut remplacer n'importe quelle des 4 ressources de base, donc soit les sensors, les engrenages, les programmes et les microchips. Donc, je pourrais faire ma première amélioration avec mes 7 points d'énergie. Je vais payer une ressource. Je vais payer une ressource d'une carte qui vient de ma main que je vais défausser. Et je vais aller enlever n'importe quel disque d'amélioration de mon plateau personnel pour améliorer mes actions. Je vais décider d'enlever le disque qui est ici. Je vais donc le retirer et le placer dans ma réserve. Donc, il aura aussi une utilité pendant la partie. La majorité des disques d'amélioration vont révéler différents symboles sur les actions des phases principales et ça va augmenter la puissance de ces actions lorsqu'on va les exécuter dans leurs phases respectives. Et on a aussi des améliorations dans la zone d'amélioration et on va avoir le symbole de l'ampoule qui est caché en dessous de ces 3 améliorations. Et lorsqu'on va révéler un symbole d'ampoule, on va gagner un des 3 bonus d'ampoule. Donc soit piocher 3 cartes classe et d'en conserver une, soit prendre 2 ressources de notre choix ou bien prendre 4 points d'énergie. Et avec mon point d'énergie restant, je pourrais dépenser 4 ressources pour pouvoir faire une deuxième amélioration. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez de ressources pour pouvoir le faire si je veux me conserver des cartes en main. Tout au long de la partie, les joueurs vont déverrouiller les disques d'amélioration qui sont un peu partout sur leur plateau principal pour améliorer leurs actions. De plus, en action gratuite, les joueurs peuvent placer un disque qu'ils ont déverrouillé sur une carte pour pouvoir débloquer une amélioration sur celle-ci. Il y a 3 types de cartes qui peuvent être améliorées. Donc, si j'avais un disque jaune ici, je pourrais améliorer ma carte de classe en plaçant un disque sur la carte. Ça va me donner automatiquement un palier sur ma carte d'objectif. Donc, c'est un moyen d'arriver au stade A et de marquer plus de points plus facilement à la fin de la partie. On peut aussi déverrouiller des cartes robots. Donc, chaque robot va avoir une amélioration en plaçant un disque de la couleur demandée sur la carte robot. On va déverrouiller son habileté améliorée. Donc ici, mon robot, si j'ai assez d'énergie dans sa phase, je vais pouvoir dépenser une ressource rouge pour faire une ressource de Duct Tape, qui est un Joker. Mais avec l'habileté améliorée, je vais pouvoir aller dépenser une ressource rouge pour faire une ressource de Duct Tape et 2 ressources de mon choix. Donc l'habileté va être meilleure.
On ne combine pas les deux habiletés des robots, on va décider laquelle on veut activer lorsqu'on va l'activer dans sa phase respective. Et quelquefois, on va avoir des habiletés qui auront des coûts différents, comme le robot qui est ici. S'il est amélioré, j'aurai accès à l'habilité du haut si j'ai 4 énergies et l'habilité du bas si j'ai 6 énergies. Donc, je pourrais activer une ou l'autre de ces habiletés, dépendamment du nombre d'énergie que j'aurai dans cette phase de jeu. Et finalement, on peut aussi améliorer notre carte de personnage. Notre carte de personnage nous donne un pouvoir au début de la partie et on peut avoir une version améliorée de ce pouvoir lorsqu'on va avoir fait les prérequis qui sont demandés par le cadenas pour pouvoir mettre un disque d'amélioration. Dans ce cas-ci, je dois avoir fait 3 améliorations sur mon plateau personnel pour déverrouiller le cadenas. Et lorsque le cadenas sera déverrouillé et que j'aurai un disque rose en ma possession, je pourrai le placer sur ma carte personnage et j'aurai maintenant accès à son pouvoir amélioré. Dans le cas de ce personnage, c'est un pouvoir qui va se déclencher à la fin de la manche et qui va nous donner des ressources et de l'énergie ou des points. Une fois qu'on a placé des disques d'amélioration sur des cartes classes, des cartes robots ou sur notre carte personnage, ces disques vont rester à cet endroit pour le reste de la partie. Il est important de savoir aussi que les joueurs ont 4 disques de chacune des couleurs, donc il faut faire attention quelle carte on veut améliorer puisqu'on pourrait avoir placé tous les disques d'une couleur à ce moment-là. Regardons maintenant la phase numéro 2 qui est la phase d'assemblage ici en bleu sur notre plateau personnel. Pour mon exemple, mon joueur avait 1 point d'énergie pour cette phase puisqu'il y avait un cube sur le plateau central. Comme pour la phase d'amélioration, on peut séparer notre valeur d'énergie en plusieurs actions pour jouer plusieurs robots sur notre plateau personnel. Ici, comme j'ai déverrouillé l'amélioration, j'ai un plus 2 d'énergie, donc au lieu d'avoir seulement 1 d'énergie dans ma phase d'assemblage, je vais avoir un total de 3 d'énergie à dépenser. Je pourrais aussi augmenter cette valeur en dépensant de l'énergie sur ma piste de ressources. Chaque carte robot a 2 coups d'indiqués sur celle-ci. On a un coup qui demande peu d'énergie mais beaucoup de ressources. Et on a un coup qui demande beaucoup d'énergie mais peu de ressources. Lorsqu'on veut jouer un robot, on va payer un de ces 2 coups pour pouvoir le placer sur notre plateau personnel. Par exemple, ici, je pourrais dépenser 3 énergies supplémentaires en ressources pour pouvoir avoir un total de 6 énergies. Et ce qui me permettrait de jouer ma carte ici de robot. Donc, je vais dépenser 6 énergies pour payer le coût qui est haut en énergie et je vais dépenser seulement une ressource rouge pour pouvoir le jouer, donc une ressource de sensor. Je vais la payer ici avec une de mes ressources de duct tape qui est un joker et ça va me permettre de jouer cette carte robot. Je vais aussi avoir une pénalité. Puisque c'est un robot qui est dans la 2e colonne, j'ai une pénalité d'une ressource de mon choix que je devrais payer. Donc ici, je vais payer une ressource de duct tape supplémentaire pour pouvoir placer ma carte robot dans cette colonne. Si j'avais eu davantage d'énergie, j'aurais pu jouer un 2e, voire même un 3e robot dans la même phase d'assemblage. Donc tant qu'on a l'énergie et les ressources pour pouvoir les séparer et payer les différentes cartes qu'on veut jouer. Après la phase d'assemblage, on va passer à la phase de dessin, ensuite la phase de fabrication et finalement la phase de recyclage. Ces 3 dernières phases vont fonctionner similaires puisqu'on va pouvoir activer les actions principales selon l'énergie qu'on va avoir utilisée pour cette phase, en plus de pouvoir activer nos robots de gauche à droite qui sont dans cette rangée si on a aussi les prérequis d'énergie qui sont sur les habiletés des robots. Donc, mon joueur n'a pas d'énergie en dessin, donc pour la phase de design, donc il ne pourra pas activer aucune action dans cette phase et il ne peut pas dépenser de l'énergie en ressources pour pouvoir activer cette phase puisqu'il n'a pas assigné aucune des cartes et qu'il n'y a pas de cube d'énergie sur le plateau principal, il ne pourra simplement pas activer rien dans cette phase durant cette manche. Mais pour les phases futures dans la partie, regardons les actions de la phase de dessin, comment cela fonctionne. Donc, contrairement aux 2 premières phases, on ne dépense pas notre énergie, mais on va plutôt activer toutes les habiletés qui correspondent à la valeur d'énergie et toutes les valeurs d'énergie qui sont inférieures à ce qu'on a activé pour la phase. Donc, par exemple, si mon joueur a joué 2 d'énergie pour cette phase, il va seulement pouvoir activer la première habileté à 1 d'énergie et ça va lui donner une ressource de programme. Et si jamais son amélioration est enlevée, il va aussi gagner 1 d'énergie. Si le joueur avait plutôt joué 4 d'énergie, à ce moment-là, on va pouvoir activer les 2 premières habiletés. Donc, il va gagner sa ressource de programme et ensuite, il pourra aussi activer l'habileté à 4 énergie qui lui permet de défausser X cartes de robot de sa main pour en piocher X plus 1. Donc, si je défausse aucune carte, je peux en piocher une, mais si je défausse 2 cartes, je vais pouvoir en piocher 3. Et si jamais cette action était améliorée, on va gagner 1 d'énergie et on va aller piocher une autre carte robot supplémentaire.
Et si mon joueur avait joué 7 d'énergie, il activerait à ce moment-là les 3 habiletés. Donc, il gagnerait la ressource de programme, pourrait défausser des cartes pour en piocher. Et il aurait gagné ici 1 point de victoire. Et comme son action est améliorée, il va gagner 2 points de victoire supplémentaires. On va donc faire un total de 3 points. Et une fois ces actions faites, il va aller activer les actions de ses robots de gauche à droite selon les prérequis d'énergie de leurs habiletés. Mais pour l'instant, je n'ai aucun robot à activer dans cette action. On passe donc à l'action de fabrication qui fonctionne sensiblement de la même façon que l'action design. Donc ici, mon joueur avait 5 d'énergie. J'ai une amélioration qui me donne plus 1. J'ai donc un total de 6 énergie pour cette phase. Je vais donc pouvoir activer la première action qui va me donner soit une ressource de microchip ou une ressource d'engrenage. Si jamais elle était améliorée, je gagnerais aussi 1 d'énergie. Je vais pouvoir activer la deuxième action puisque j'ai 4 et plus d'énergie. Je peux prendre un engrenage ou bien un sensor. Et comme elle est améliorée, je peux prendre aussi une microchip ou un sensor. Donc, je vais gagner des ressources. Je ne peux pas activer l'habileté à 7 puisque j'ai seulement 6 d'énergie. Mais ensuite, je vais aller activer l'habileté de mon robot puisqu'elle demande 4 d'énergie. Donc, j'ai 6, donc je peux l'activer. Et c'est un robot qui est amélioré. Donc, je peux activer son habileté améliorée. Je vais dépenser une ressource de sensor pour pouvoir gagner une ressource de duct tape et 2 ressources de mon choix parmi les 4 ressources de base ou bien piocher des cartes robots. Et une fois ma phase de fabrication terminée, on passera à la phase de recyclage, mais dans notre exemple, le joueur ne l'activera pas puisqu'il n'avait pas d'énergie pour cette phase. Mais plus tard dans la partie, il voudra activer cette phase puisqu'il a joué des robots de cette couleur. Donc, regardons les actions principales de la phase de recyclage. La première action, si j'ai 1 d'énergie, je vais faire 2 d'énergie. Et si elle est améliorée, je vais faire une énergie supplémentaire. Pour l'action à 4 d'énergie, on va dépenser 1 d'énergie pour faire une ressource de duct tape. Et si jamais l'action est améliorée, on va aussi faire une ressource de notre choix parmi les 4 ressources de base ou bien piocher une carte robot. Et pour l'action du bas, c'est la même amélioration que les autres sections. C'est 2 points de victoire supplémentaires lorsqu'on aura une activation à 7 énergie. Plus tard dans la partie, le joueur pourra aussi activer les habiletés de ses robots lorsqu'il va activer la phase de recyclage. Donc, si par exemple j'avais 4 d'énergie, je pourrais activer le robot qui est ici en dépensant un engrenage pour pouvoir gagner 1 énergie et piocher 2 cartes robots. Et si j'ai seulement 4 d'énergie, je ne pourrais pas activer le robot qui est là. Mais si j'avais 1 énergie supplémentaire, je pourrais dépenser une ressource de sensor pour marquer 3 points de victoire. Et lorsque les joueurs auront terminé la phase de recyclage, cela va mettre fin à la phase d'action et on va passer à la troisième phase qui est la phase de fin de manche. Premièrement, les joueurs vont activer les habiletés de fin de manche s'ils en ont sur leur carte robot ou bien sur leur carte de personnage. Dans le cas du joueur ici, on a l'icône de la fin de manche, donc ici avec la petite flèche en fond rouge. On va pouvoir activer cette habileté immédiatement dans la phase de fin de manche. Donc ici, le pouvoir me permet de transformer une ressource de mon choix en 2 ressources de mon choix, ou de prendre 3 énergies, ou de prendre 2 points de victoire. Et comme mon habileté est améliorée avec le jeton d'amélioration, j'ai un petit plus, donc je peux faire aussi mon habileté améliorée, donc je vais pouvoir faire mon pouvoir 2 fois. Donc encore une fois, transformer une ressource en 2 ressources, ou prendre 3 d'énergie, ou prendre 2 points de victoire. Ensuite, les joueurs vont reprendre leurs cartes phase et les retourner dans leurs mains. On va ensuite prendre nos cartes énergie qu'on a jouées dans cette manche et on va aller les placer dans une défausse. Et ensuite, on va retirer les cubes énergie du plateau principal et les retourner dans la réserve. Et on va déplacer le marqueur de manche sur la prochaine case de la piste des manches. Et on va continuer ici une deuxième manche, troisième et quatrième manche. À la fin de la quatrième manche, on va arriver au milieu du plateau principal. On va avoir une phase de break. On va avoir 2 étapes supplémentaires à effectuer dans la phase de fin de manche. Premièrement, tous les joueurs vont piocher 3 cartes classe et vont pouvoir conserver une de ces 3 cartes et la placer à gauche de leur plateau personnel. Et ensuite, c'est le moment de la partie où les joueurs vont remélanger leur défausse de cartes énergie puisque leurs 8 cartes auront été utilisées et on va les remélanger pour se reformer un deck d'énergie pour les 4 dernières manches. Donc au total dans la partie, on va jouer notre deck de cartes énergie 2 fois. Et ensuite, on va jouer la 5e, 6e, 7e et 8e manche de la même façon. Et à la fin de la 8e manche, on va passer au décompte final des points.
Les joueurs peuvent utiliser le bloc de score pour cumuler les scores des joueurs dans les différentes facettes du jeu. Premièrement, on va calculer les points pour les robots. Donc, chaque robot qu'on a joué sur notre plateau personnel a une valeur de points de victoire dans le coin supérieur droit de la carte. On va ensuite cumuler les points de nos cartes classes. Donc, selon l'échelon auquel on est rendu sur les cartes, on va marquer les points. Donc, ici, 9 et 10, donc ce qui me fait 28 points pour mes classes. Les joueurs peuvent accumuler un total de 3 cartes classes pendant la partie. Si jamais on en gagne une quatrième, on peut alors défausser une carte qu'on a pour la remplacer. Si on a placé un jeton d'amélioration sur les cartes classes, on va avoir un échelon de plus que ce qu'on est censé avoir selon les prérequis des objectifs. Ici, c'était d'avoir des colonnes de robots dans les 3 rangées. Donc j'ai 2 colonnes normalement, mais puisque c'est amélioré, j'ai un équivalent de 3 colonnes. Ici, c'était des robots qui valaient 5 ou 6 points de victoire. Et ici, c'était des robots dans la zone verte, donc la zone de recyclage. J'en ai seulement 4, donc c'est pour ça que je suis à l'échelon 5, puisque j'ai amélioré cette carte classe. Ensuite, on va cumuler les points qu'on a accumulés pendant la partie avec nos jetons de points de victoire. Donc, mon jeton des dizaines est sur le 2 et mon jeton des unités sur le 4, ce qui me fait 24 points. Finalement, nos ressources restantes, donc les ressources d'énergie, toutes les ressources de base ainsi que les ressources de duct tape. Donc, chacune de ces ressources-là vaut un tiers de points. Donc, ici, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait un total de 2 points pour mes ressources restantes. Et le joueur qui aura le plus haut score serait déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de points avec ses cartes robots. Sinon, le joueur qui a le plus de points avec ses cartes classe. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Raising Robots. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Raising Robot? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, belle production dans son ensemble. C'est évident, j'ai une version deluxe du jeu là, qui était disponible sur Kickstarter. Quoiqu'elle est un peu dispendieuse en magasin comparativement à l'édition normale. La différence, c'est que tout ce que vous avez vu qui est en bois, dans la version normale, la version magasin de base, c'est des jetons qui seront en carton. Donc ça va être ça la grande différence. Puis j'avais aussi une extension qui venait avec ma version deluxe. Et j'avais aussi des sleeves qui étaient fournis dans le jeu, parce que c'est pas dans mes habitudes de sleever mes jeux, surtout des jeux de gestion comme ça, où les cartes sont généralement seulement reposées sur un plateau. On n'a pas un deck qu'on mélange vraiment souvent. J'aime beaucoup le visuel des cartes robots. Donc, ce sont tous des visuels uniques. Chaque robot est différent visuellement. Et les images sont à couper le souffle. Donc, j'adore la créativité qui est derrière le génie de l'artiste pour ces designs-là de robots. C'est tous des robots qui vont faire une tâche précise. Donc, ici, c'est un robot, exemple, qui fait du miel. Donc, il y a un essaim d'abeilles sur lui. Il y a les pots de miel. Il y a tout le petit filet. Donc, tous les objets, les accessoires qu'on verrait sur une personne qui fait de l'apiculture, on a mis ces détails-là sur le robot. Puis, c'est la même chose avec les autres robots. On a un robot aussi qui fait la circulation. Il y a un symbole de stop, des cônes oranges. Donc, on voit plein d'éléments qui sont vraiment des beaux clins d'œil, des beaux easter eggs. C'est vraiment des magnifiques illustrations. C'est le genre de jeu qu'à chaque fois que je pige une carte, je suis comme « Oh! » Puis là, je suis content de voir une nouvelle image puis de voir justement les détails qui ont été mis sur ce robot-là puis le design visuel du robot. Fait que c'est vraiment une exceptionnelle qualité pour le design visuel et surtout la créativité derrière les robots. J'aime aussi beaucoup les plateaux de joueurs, l'espèce de grand plateau, évidemment, qu'on met nos cartes dans les différentes rangées, mais aussi tous les symboles, l'iconographie sur le plateau. Donc, le plateau sert aussi d'aide de jeu qui te dit les différents symboles, que font les actions, c'est quoi les coûts d'énergie de ceux-ci, c'est quoi les jokers, quelle ressource il peut remplacer. Fait que tu as plein d'aides de jeu qui sont indiquées sur le plateau. Fait que c'est vraiment très le fun. Puis, on a le petit bloc de score aussi qui est toujours amusant et pratique pour calculer nos scores à la fin de la partie. C'est un jeu que le livret de règles est vraiment bien construit. C'est vraiment une compagnie d'expérience qui ont quand même fait plusieurs jeux, même si c'est un très petit éditeur. Donc, ils sont derrière The Reckoners, Stockpile notamment, des jeux qui ont été faits par Novo Game. Fait que toute petite compagnie, mais qui sait vraiment bien faire les choses. Fait qu'un livret de règles très bien imagé, beaucoup d'exemples aussi, des exemples détaillés de gameplay pour chacune des actions. Fait que c'est vraiment très agréable. Si on cherche l'information, c'est facile. On a fait aussi un annexe avec toute l'iconographie au verso. On a un annexe avec toute l'iconographie des cartes objectifs, les cartes de classe. On a même fait des feuilles d'aide de jeu pour les habiletés des inventeurs. Donc ça aussi, c'est très détaillé. Fait que c'est facile de trouver de l'information et c'est très facile à prendre le jeu avec les livrets. Fait qu'encore une fois, un chapeau pour le travail d'édition qui est derrière tout ça.
Côté gameplay, c'est un jeu qui est super satisfaisant. C'est un jeu évidemment de construction de moteur, construction de tableaux de cartes, gestion de ressources, puis on va vraiment sentir la montée en puissance dans la partie plus on avance. C'est un jeu avec une durée qui est fixe, donc c'est toujours 8 manches la durée de la partie. Puis c'est le genre de jeu que les 4 premières manches, t'es comme « Ah, il me semble que je fais pas grand-chose, je gratte mes ressources, j'ai de la misère à jouer un robot, améliorer mes affaires. » Puis dans le fond, la deuxième moitié, c'est l'inverse. La deuxième moitié, justement, tu as un paquet de robots. Fait que là, quand tu fais une phase, ben là, tu fais plein d'habiletés. Tu actives des habiletés plus fortes parce que tu les as améliorées aussi avec tes améliorations. Tu as enlevé des disques, donc tes actions sont plus fortes. Fait que ce côté-là là, d'upgrader pendant la partie, là, de sentir une montée en puissance, c'est vraiment très présent. Tellement présent qu'au début, on a l'impression qu'on fait rien ou presque, puis après ça, à la fin, on a l'impression de déclencher un paquet de combos les uns après les autres, puis de transformer des ressources, puis de générer des ressources, faire des points, faire des habiletés, faire des conversions, etc. Fait que ça, c'est vraiment super satisfaisant. C'est un jeu qui pourrait ressembler à toutes les Wingspan ou les Earth de ce monde. C'est un feeling de jeu qui va être similaire au final. Mais celui-là, je pense, réussit quand même à emmener quelques twists qui sont intéressantes. La première, c'est son système d'action. Donc le système de phase, ça peut nous faire penser à des jeux comme Race for the Galaxy ainsi que toute cette série-là, où chaque joueur va activer certaines phases. Mais dans ce jeu-là, on ne les donne pas automatiquement aux autres joueurs, les phases qu'on active. C'est selon si nos cartes d'énergie vont avoir des cubes d'énergie qui vont se retrouver sur le plateau principal. Puis après ça, ces cubes-là vont être disponibles pour tous les joueurs. Donc tu pourrais, exemple, recevoir 2 cubes sur une action que tu n'as pas choisie parce qu'un autre joueur a choisi la phase fabrication. Puis que dans le fond, il a mis 2 cubes dessus, mais toi, tu ne l'avais pas choisi du tout. Mais là, je peux la faire avec 2 d'énergie. Fait que là, c'est quand même intéressant de faire une phase bonus que j'avais pas vraiment planifiée. Donc c'est super le fun aussi. Puis ça installe une espèce de guessing game de qu'est-ce que l'autre joueur va faire. Je vois ses cartes d'énergie qui sont disponibles. Quelle phase il va vouloir mettre sur chacune de ces cartes-là. Je vois qu'il y a 3 robots dans la ligne mauve. Est-ce qu'il va justement mettre sa grosse carte pour le mauve pour pouvoir activer tous ces robots, pouvoir activer plein d'habiletés. À ce moment-là, moi, je pourrais mettre la carte qui va donner de l'énergie pour chaque cube mauve. Chaque cube d'énergie va me donner 2 d'énergie pour la phase mauve. Fait que là, tu as ce petit guessing game-là. En même temps, si l'autre s'attend à ce que tu fasses ça, tu vas peut-être faire l'inverse. Tu vas peut-être mettre ta carte qui donne pas de cube sur la phase que l'autre a pensé. Fait que tu as vraiment une espèce de dynamique intéressante de regarder un peu ce que les autres ont sur leur plateau, essayer de savoir quelle phase ils vont activer, combien d'énergie ils vont te donner sur le plateau principal. Fait que c'est une dynamique qui est vraiment le fun. Elle fonctionne quand même dans une partie solo ou dans une partie à 2 joueurs avec l'espèce de petit automa. Super simple à gérer. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Je fais juste rajouter des cubes dans le fond de façon un peu aléatoire, mais on peut un peu prédire son aléatoire. On a une chance sur 3 de le prédire à la manche impair, puis on a une chance sur 2 de la prédire à la manche paire, parce qu'il reste seulement 2 cartes. Fait que ça devient un petit peu aussi une prise de risque qui va s'installer. Mais dans les parties à 3, 4 joueurs, justement, ça devient super intéressant parce qu'il y a plus de joueurs qui jouent des cartes, fait qu'il y a plus de cubes qui vont se ramasser sur le plateau. Fait que c'est vraiment une belle dynamique, un beau système d'action, une belle twist à lui sur un système d'activation de phase qui est choisi par les joueurs. Sa deuxième twist, puis c'est quelque chose qui est rare dans ce type de jeu-là, très euro, très construction de moteur, c'est qu'on a inclus des pouvoirs asymétriques, dans le fond, pour les personnages. Donc notre carte d'inventeur qu'on choisit au début de la partie, c'est quand même des pouvoirs qui sont forts, qui vont briser certaines règles du jeu, qui vont nous donner une habileté spéciale, un petit feeling différent. Puis ces habiletés-là sont vraiment le fun à découvrir. Il y a quand même une complexité de certains personnages versus d'autres. Puis justement, sur l'aide de jeu, sont classés par complexité. Fait qu'un joueur qui c'est sa première partie, on peut peut-être lui donner des rôles un peu plus simples. Ça va être quand même des pouvoirs intéressants, mais c'est des choses qui vont être un peu plus faciles à assimiler. Déjà que le jeu, oui, il n'est pas très lourd au niveau règles, mais le gameplay est quand même très puzzle. Et la gestion de ressources, elle est quand même un peu plus complexe. Parce qu'on a plusieurs ressources à gérer. On a 4 ressources au total pour jouer nos robots. Mais on a aussi la 5e ressource qui est l'énergie. Puis l'énergie a une dynamique totalement différente parce que c'est une ressource que je peux dépenser pour améliorer mes phases. Et en améliorant mes phases, ça me permet d'activer plus d'actions dans cette phase-là ou d'activer plus de robots aussi. Fait que dans le fond, c'est 2 types d'énergie, 2 types de ressources différentes. Les ressources à gérer pour construire tes robots, puis tu as ta ressource d'énergie qui va dicter un peu comment tu
va améliorer ou booster tes actions là, quand tu vas activer tes phases. Fait que cette dynamique-là, c'est aussi, je pense, sa troisième twist à lui. Fait que cette double gestion-là est super intéressante. Le fait de faire les phases à une force qui est plus haute, donc c'est un système que je trouve intéressant dans un jeu, là, de pouvoir justement dépenser des ressources pour faire des actions plus puissantes, des phases plus puissantes dans ce cas-là, ou d'activer plus de robots si je mets plus d'énergie, si j'investis ma ressource d'énergie dans cette phase-là. Fait que c'est vraiment un système que je trouve super stimulant. J'aime aussi que dans le setup, on commence déjà avec 2 robots. Fait qu'on a déjà une petite idée au début. Ok, j'ai un robot qui fait telle sorte d'habileté. Fait que là, je vais essayer de construire autour de ça, d'aller chercher des robots qui vont utiliser la ressource que lui me donne pour pouvoir la convertir en d'autres choses, en plus de ressources ou en points de victoire. Fait que ça kickstart un peu ta partie de commencer avec 2 robots. Sinon, ça serait vraiment slow le début de la game si on commençait avec rien. Puis il fallait jouer nos premiers robots. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de leur part. C'est un jeu qui a une durée fixe, donc puis le fait que les joueurs jouent en simultané, c'est des parties qui vont durer 1 heure, 1 heure et quart là, dans ce que j'ai joué jusqu'à maintenant. Fait que tous les joueurs jouent en même temps, fait que ça ralentit pas la cadence. C'est un jeu qui a un excellent tempo. J'aime aussi qu'on a plusieurs façons de recycler nos cartes. Donc souvent dans ce genre de jeu-là, si on a un gros paquet de cartes, on pige des cartes, on essaie de prendre celles qui nous intéressent ou qui fit avec l'engin qu'on est en train de construire. Alors que là, les cartes sont aussi une ressource. Parce que donc on doit dépenser une ressource de notre choix. C'est soit une des 4 ressources de base ou la 5e ressource qui sont les cartes dans notre main. Fait qu'une carte que je veux pas jouer va quand même avoir une utilité. Je peux la dépenser pour payer mes coûts, justement pour faire des améliorations. Ou je peux avoir l'action qui me permet de défausser X cartes pour reprendre X plus 1. Fait que c'est facile de recycler des cartes. Je vais aller activer la phase de design. Puis je vais pouvoir acheter toutes les cartes qui ne m'intéressent pas et en piocher une de plus que ce que je jette. Fait que c'est facile de recycler ces cartes. Tu as plus de chances justement d'essayer de tomber sur des cartes qui vont t'intéresser. Lorsqu'on est un peu plus habitué avec le jeu, on a une variante qu'on peut inclure qui est de faire un draft avec les cartes d'inventeur au début de la partie. Comme ça peut quand même changer la dynamique ou la stratégie qu'on va prendre. Donc à ce moment-là, on va mettre un certain nombre de cartes disponibles et les joueurs vont pouvoir les drafter à tour de rôle. Pour le mode solo, c'est un peu le même principe que dans une partie à 2 joueurs. On va avoir un automa qui va générer des cubes. La différence avec la partie solo versus la partie 2 joueurs, c'est qu'on va retourner 2 cartes par manche au lieu d'une, mais c'est un peu le même principe. On va mettre 5 cartes, puis on va en révéler 2 à chaque manche en mettant des cubes d'énergie dessus pour pouvoir les ajouter au plateau central que nous, on va pouvoir en profiter. Puis on a une échelle de score à battre, donc selon notre score, on va regarder dans le tableau, voir où se classe notre score là, pour une partie solo. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu que la qualité des cartes elle est très ordinaire, donc c'est une petite carte un peu cartonnée, donc c'est pas la meilleure qualité de carte. Honnêtement, je n'étais pas tant déçu qu'il y ait des sleeves dans ma version de luxe parce que c'est justement une qualité médiocre, fait que ça vaut la peine d'être sleevé, même si c'est pas un jeu qu'on mélange tant que ça les cartes. Sinon, côté gameplay, je trouve que les effets de jeu, des fois, manquent un peu de variété. Donc, la majorité des effets de jeu, c'est de convertir des ressources ou de transformer des ressources ou de donner des ressources. J'aurais aimé ça, en fait, qu'on fasse d'autres styles d'effets de jeu. Donc, des effets un peu plus funky avec des habiletés différentes pour certaines cartes de robots. Donc, pas juste donner ou convertir des ressources. On a d'ailleurs une extension qui est disponible, qui sont des cartes d'animaux, qui sont aussi magnifiquement illustrées. Puis c'est des designs de robots qui sont toutes basés sur des animaux. Donc les habiletés de ces cartes d'animaux-là sont un peu plus complexes, mais vont souvent faire référence à la position de la carte dans notre tableau. Donc elle peut être influencée par les cartes qui sont orthogonales à elle ou les cartes qui sont dans la même colonne, dans la même rangée. C'est des choses qui sont intéressantes, qui sont le fun. Par contre, c'est des robots qui peuvent pas commencer vraiment un moteur parce que si tu n'as rien à activer dans ta colonne où tu le places, ben ça donne rien que je place ce robot-là. Fait que souvent, si tu piges trop ces robots-là en début de partie, c'est un peu maladroit parce que justement, ils sont pas efficaces pour partir notre moteur. Fait que je suis un peu ambigu sur ces cartes d'extension-là. Je trouve que c'est le fun, la variété d'habiletés qu'ils emmènent. Mais par contre, il y en a beaucoup de ces cartes-là, puis tu pourrais en piger beaucoup en début de partie, puis c'est pas nécessairement les meilleures cartes pour débuter un moteur. Évidemment, dans ce genre de jeu-là, il y a beaucoup aussi le Luck of the Draw. Fait que les robots que tu piges en début de partie, ça va quand même dicter pas mal ce que tu vas faire puis où tu vas t'enligner, comment tu vas débuter ton moteur. Donc c'est sûr qu'on pige quand même 8 cartes, on en garde 5 des 8, puis on va pouvoir jouer 2 de ces 5 cartes-là déjà en début de partie. Mais des fois, on peut vraiment avoir une bad luck puis avoir des affaires qui font pas vraiment de synergie ensemble. Ça peut arriver. C'est sûr que c'est quand même des habiletés qui vont te donner des ressources ou qui vont réussir à en convertir quand même. Mais des fois, si tu n'as pas des choses qui sont complémentaires, c'est plus difficile de débuter ton moteur.
Puis il y a aussi quand même un bon luck of the draw sur les cartes de classe. Puis je pense que c'est même un peu pire que les robots au final. Parce que les habiletés des robots vont quand même finir par te donner des choses, te donner des points, te donner des ressources, convertir des ressources en une autre sorte. Mais les cartes de classe, quand on en pioche pendant la partie, c'est sûr que des fois on peut être très chanceux puis piocher quelque chose qu'on a déjà accompli au complet. Fait que c'est comme un 15 points que tu viens de piger aléatoirement. Versus des fois tu vas avoir aucune carte que tu es vraiment avancé sur ces objectifs-là. Fait que ça devient difficile. Puis au final, à la fin de la partie, elle te fait marquer 3, 4, 5 points. Fait que ça aussi, c'est très swingy les cartes classe. Somme toute, Raising Robot, c'est une expérience de jeu que j'ai adorée. C'est vraiment ce style de jeu-là qui est dans mes cordes. Donc un jeu de construction de tableau, gestion de ressources, construction de moteur qui est super satisfaisant, qui a une belle montée en puissance. Je vais lui donner une note de A-, donc un excellent jeu dans cette catégorie-là des jeux euro. C'est un jeu qui est un peu plus puzzle, un peu plus compliqué qu'un Wingspan, même s'il y a beaucoup de similarités avec la structure de jeu, le fait de construire tes rangées de cartes, puis d'activer les habiletés et tout ça. Il y a le fait qu'il y a le deux systèmes de ressources complets à gérer, les ressources pour payer nos robots et les ressources pour activer nos phases, et toute la dynamique, la twist aussi, comment activer les phases, quelles phases on veut activer en fonction des joueurs, de ce qu'on pense qu'ils veulent faire dans ce tour de jeu-là. Fait que la petite dynamique avec les cubes d'énergie, le plateau central, c'est vraiment des twists qui sont très intéressantes, mais qui vont rendre le jeu un peu plus complexe. Ce que j'aime, c'est que c'est le système de jeu, en fait, c'est le puzzle qui est complexe, c'est la gestion, les décisions qui sont satisfaisantes, puis c'est pas le système de règles qui alourdit le jeu, fait que ça c'est une belle qualité, parce que c'est un système de règles qui est relativement simple, les phases sont faciles à comprendre, la structure du tour de jeu aussi elle est simple, mais l'exécution, c'est là qu'on va justement se frotter les méninges, puis réfléchir, puis justement planifier nos affaires, puis penser, fait que c'est vraiment un jeu qui est très satisfaisant pour le cerveau. Donc un beau petit puzzle d'optimisation pour un jeu euro de construction de tableau avec ses belles twists à lui. Puis en plus, qui a l'audace de nous emmener des petits pouvoirs de personnages qui sont vraiment très bien bâtis. Donc vraiment un beau succès pour Raising Robot. Malheureusement, c'est pour l'instant seulement disponible en anglais. Peut-être qu'un éditeur va le relocaliser en français. Si vous entendez quelque chose, vous nous ferez signe dans les commentaires. Sinon, ça devrait être disponible ici au Canada. On voit déjà la version magasin apparaître dans certaines boutiques. Puis il y a même certaines boutiques qui avaient participé à la campagne Kickstarter qui ont des versions Deluxe en vente. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous devriez regarder ça rapidement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petites contributions volontaires à chaque mois, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gagner.